tête d'un cycliste, Heroes, Aurélien Fontenoy. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. On est en délocalisation sur un des événements les plus connus dans le cyclisme et dans la globalité, le Rock d'Azur. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Fontenoy. Aurélien, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben impeccable, écoute, on est dans le sud, il fait beau dehors et le Rock d'Azur c'est l'événement incontournable pour nous de fin de saison, Ouais. Le rendez-vous de tous les cyclistes comme tu l'as dit, donc voilà on est bien. Bon bah c'est cool, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir car je te le disais aussi en off, nous l'objectif c'est de montrer l'univers global du vélo à nos auditeurs et auditrices, et tu fais une pratique qui pour certains peut être potentiellement nichée, mais qui a aussi sa pratique sous tous ses angles. On va essayer de la comprendre, et pour l'introduire, il y a quelques jours, tu étais toi aussi du côté de Paris, au niveau de la Tour Eiffel. Est-ce que tu peux nous introduire tout ça pour comprendre ton sport et comprendre un petit peu aussi ce qui s'est passé sur cette Tour Eiffel, parce que Tour Eiffel, cyclisme, on a un peu du mal à avoir le lien là. On pense aux Jeux Olympiques, mais non, il ne s'est pas passé les Jeux Olympiques. Donc ma discipline déjà c'est le VTT trial. Donc le but du VTT trial c'est de franchir des obstacles avec son VTT. Donc c'est des vélos qui sont très particuliers, il n'y a pas de selle, c'est très léger. Et pourquoi j'étais à la Tour Eiffel ? Puisque je me suis mis le challenge de monter la Tour Eiffel par les escaliers avec mon VTT sans jamais poser le pied au sol. C'était ça la difficulté. Donc t'imagines que dans des escaliers on peut pas pédaler, donc c'est les freins bloqués, hop, saut par saut, et le but c'était de battre le record du monde qui était de 19 minutes, qui était détenu en 2002, donc qui datait un petit peu, et donc je l'ai battu là il y a quelques jours, 12 Bravo. minutes 30, 686 marches pour arriver au deuxième étage, donc voilà, c'est un peu une dérive de mon sport quand même si le but c'est de franchir des obstacles et tout ça. Là c'était des petits obstacles, mais beaucoup de petits obstacles, donc beau challenge. Ouais. Et qu'on comprenne bien dans cette pratique, tu vois, on mettra aussi potentiellement des images sur ça, mais beaucoup d'auditeurs nous écoutent là dans les transports en train de pratiquer leur sport, etc. Et je me dis, mais quand tu montes ces marches-là, au niveau des pédales, tu as des cales, comment ça se passe pour que tu arrives vraiment à aller, toi, avec ton vélo au fur et à mesure des marches ? Ouais, non, j'ai pas les pieds attachés. C'est juste des pédales plates, des petits picots qui accrochent bien. C'est la continuité. Moi, je dis toujours, le vélo, c'est la continuité de mon corps. Donc, tu t'imagines monter les escaliers à pieds joints ? Et ben, c'est ça, mais avec un vélo à accompagner à chaque fois. Donc voilà, c'est une technique on arrive à accompagner son vélo et à le garder toujours collé à ses pieds et à son guidon, quoi. Je vais rester un peu sur cet événement parce que je trouve qu'il est très parlant par rapport à ton sport, par rapport à ta pratique, et aussi, on ira dessus, mais ta mentalité, tu vois, tu t'y allais aussi pour battre un record. Tu nous dis que tu fais jamais de pause. Est-ce qu'il y a un moment, parce que je regardais un petit peu toute la médiatisation qu'il y avait autour de ce défi, et je me demandais, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis non, là c'est bon, encore 100 marches, j'en peux plus, t'as envie de poser le pied à terre. Il se passe quoi finalement dans ta tête ? Non, pour moi, c'est comme un sprint. Tu sais, tu pars et tu dis, il y a une ligne d'arrivée au bout et il faut aller le plus vite possible. Donc, en soi, c'est beaucoup de marches, mais ça reste 12 minutes. Enfin, là, je savais pas, en fait, au début, combien de temps j'allais mettre. J'avais pas de repère, vraiment. J'avais juste un repère. Quand je suis arrivé au premier étage, je regarde ma montre et je vois 5-6 minutes. Donc là, je fais le calcul, je dis 5-6 minutes x 2, ok, on est dans du 10-12, ok, là je suis bien parti pour battre le record. Donc là, je me dis, j'enchaîne. Et alors, à la fin, ça commence à être dur. Ouais. Mais le but, voilà, c'est d'aller le plus vite possible, de faire le plus petit temps de pause possible entre chaque palier et d'envoyer, quoi. Ah, c'est impressionnant. Je conseille à tous les auditeurs qui nous écoutent d'aller voir justement cette performance visuellement, à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai envie de comprendre comment tu arrives dans ce sport. Est-ce que le vélo arrive dès ton plus jeune âge ? Comment tu découvres cette discipline un petit peu ? Alors moi, j'ai commencé tout de suite le VTT trial. Grâce à mon frère, en fait j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, avec qui on aimait déjà bien, tu sais, dans le quartier, aller faire quelques wheelings, où tu trouves des escaliers, tu te dis tiens, est-ce qu'on n'arriverait pas à les monter, à les sauter, donc ça débute un peu comme ça. On sait même pas que le sport trial c'est quelque chose, c'est un sport. Nous on se dit juste tiens, on fait des trucs comme ça dans la rue, c'est cool. Et c'est en voyant une démonstration, justement, ce que je fais aujourd'hui, plus petit, qu'on s'est dit, mais tiens, en fait, ce qu'il fait là, lui, c'est un sport, ça s'appelle le trial, et peut-être qu'il y a des clubs près de chez nous, et en fait, on avait la chance d'avoir un des plus gros clubs de France, pas très loin, à 10 km de chez nous. Donc, en fait, on a commencé à y aller, à s'inscrire,
Et puis c'est parti de là, quoi. Et là, t'as Donc, quel âge à ce moment-là? Ouais, j'avais donc 8 ans. Ah ouais. 8 ans, ouais. Et Donc, t'as ça a été- toujours vu le vélo, enfin c'est vraiment en fait toi c'est la pratique du vélo, aller dans la rue avec ton frère qui t'a emmené vers cette pratique-là, mais est-ce que Ouais. t'avais vu les autres disciplines autour aussi ou... Non, bah naturellement, je suis tout de suite allé vers le trial. C'est vrai Ok. que beaucoup commencent par le VTT, puis existent les formats TRJV, tu sais, où tu fais un peu toutes les disciplines, Ouais. la descente, le cross, le trial, et puis après tu arrives à l'adolescence, tu choisis un petit peu le sport que tu préfères. Là vraiment, je suis allé directement, j'avais même pas de VTT, tout de suite c'était un trial. Alors au début à 8 ans, c'est juste t'apprends à tourner autour des arbres, Ouais. t'apprends à monter des petits cailloux, ça reste du basique, plus de la maniabilité que du vrai trial. Mais voilà, ça m'a tout de suite plu. Puis le fait d'être avec son frère aussi, de se challenger, tu sais, t'as le grand frère, bon au début il te met toujours un petit peu la pilule, puis après d'année en année tu te dis tiens je suis pas très loin de lui, Et puis hop on se challenge, et puis hop tu le dépasses, Ok. et je pense que ça m'a bien motivé. Et aussi c'est lui qui m'a amené bah, voilà, sur les entraînements quand il a commencé à avoir le permis. Ok. C'est toujours cool, toi t'es là, t'as 14 ans, tu pars avec ton frère à l'autre bout de la France aller t'entraîner, donc Et ouais. ça m'a bien poussé, ouais. Et niveau entraînement, tu parles de ça, c'est comment on s'entraîne pour faire cette pratique, comment ça évolue peut-être même au fur et à mesure de tes années et de ton niveau. Bon alors quand t'es jeune c'est seulement du vélo, hein. Déjà tu vas t'entraîner une fois par semaine au club, et puis tu vas répéter des mouvements. En fait c'est un sport qui ressemble un petit peu, tu vois, je sais pas, du saut en hauteur par exemple. Le gars il va se dire ok bah j'ai une barre, elle fait 1m80, allez il faut que j'arrive à 1m81, puis 1m82, c'est un peu ingrat comme sport. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une petite discipline, une niche, parce que pour les jeunes, surtout de nouvelle génération, répéter comme ça, mais moi, tu peux demander aux entraîneurs et tout, j'étais un fou, parce que de 14h à 18h, jusqu'à temps qu'il fasse nuit, j'étais le premier arrivé, le dernier parti, jusqu'à la nuit, mon père me disait, bon, c'est l'heure d'y aller, là. J'étais sur un mur, là, à rater, et puis une fois j'y arrive, je suis, ah, j'ai réussi et tout. Et ouais. Mais tu vas rater 100 fois avant d'y arriver une fois, quoi. Comment C'est- t'expliques cette notion-là de se dire t'as la patience, t'as la persévérance? Est-ce que c'est quelque chose que toi ton père il disait t'avais depuis petit? Est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert en toi face à ce sport? Ouais, je pense que c'est vraiment le sport qui m'a forgé là pour cette mentalité-là. Je pense que bah ouais vraiment aujourd'hui je le vois aussi dans mes projets et tout. Je suis pas tendance à abandonner, donc c'est vraiment un caractère que j'ai appris, je pense, avec ce sport. Ok. T'es obligé de toute façon de passer par là. T'as beau avoir du talent, ok, il y en a qui vont peut-être arriver avant toi, Ouais. mais si tu répètes pas, bah de toute façon le secret il est là. Faut répéter, et puis un jour ça vient, tu as un petit déclic, tu comprends la technique ou je sais pas, il y a un changement et puis tu y arrives. Mais c'est la répétition qui fait ça, quoi. Et tu parles tu vois, un entraînement semaine quand t'es petit. Après, tu vois, je vois vachement, comme tu dis, ce côté sans hauteur, ce côté vraiment addict pour... ce que je ressens en toi, c'est les performeurs et un petit peu les perfectionnistes qui Ouais. veulent toujours réussir un petit peu et coûte que coûte. Est-ce que tu as eu à un moment donné, tu vois, cette notion de te dire, mais en fait... tu avais du temps devant toi, tu voulais absolument progresser et de t'entraîner, répéter. Tu vois, t'es arrivé jusqu'à quel volume pour avoir le niveau d'aujourd'hui? Ah, bah, c'était entraînement quotidien. Alors après, je pense que le tournant, il a été vraiment vers les 16-17 ans, où là, on commence à parler de préparation physique, à Ok. parler d'une vraie structuration et tout ça. Avant, c'était vraiment... je mettais des palettes dans mon jardin et après les cours, j'allais m'entraîner, quoi. Il n'y avait pas vraiment de structure. Arrivé à 16 ans, nous, dans le trial, on commence à avoir une catégorie junior. Donc, entrer en équipe de France, avoir une structure un peu plus cadrée. Bon, même si ça reste une équipe de France de trial, c'est quand même pas cadré comme les grands sports, hein. Ok. On a un entraîneur, on avait un préparateur physique qu'on voyait de temps en temps sur des stages ou au championnat du monde, mais ça restait là, quoi. Ok. Mais en tout cas, ils nous ont apporté cette notion de ok, il faut pas que faire du vélo maintenant, il faut peut-être, si vous voulez progresser, apporter le côté préparation physique, mentale. Ok. Donc ça a commencé à arriver, mais vraiment, je pense que j'étais cette génération-là où c'était les débuts. Aujourd'hui, ça devient plus récurrent, mais je pense dans tous les sports. Ouais. Même les vélos ont évolué. Moi, quand j'ai commencé, mon vélo, il faisait 14 kilos, un truc en acier. Imagine-toi, à 8 ans, c'est Ouais. impossible, quoi. Ouais. Aujourd'hui, les gamins à 8 ans, ils ont des vélos en carbone qui Oui. font 6 kilos. Donc,
déjà à 8 ans, ils font des trucs que je faisais pas quand j'avais 12-13 ans, quoi. Et ouais. Donc le niveau, il est en train d'évoluer à un rythme pas possible. Donc ils prennent déjà de l'avance par rapport à ça. Et ils ont les bases aussi de la musculation, de comment se préparer, quel exercice faire pour progresser. Nous, on était un peu le labo, quoi, à notre époque, quoi. Donc, Et le processus, justement, tu parles de championnat du monde, on parle d'entraînement. Il fonctionne comment le sport? C'est-à-dire que vous avez des compétitions comme des sports, par exemple, très connus, tu vois, le foot, il y a des matchs tous les week-ends, ou alors comme dans le cyclisme sur route, on voit il y a des courses à étapes, des courses en ligne, et puis après tu te qualifies, etc. Quel est vous un petit peu l'envers du décor de la compétition qui se cache derrière cette pratique? Alors nous, dans le trial, tu débutes par le régional. D'accord. Donc tu as suivant les régions, mais nous en région Rhône-Alpes, donc moi j'habite à Grenoble, on a quand même une belle région qui est dynamique, donc on avait une dizaine de coupes régionales. Okay. Donc ça, même à haut niveau, on y allait parce que finalement, en fait dans la région Rhône-Alpes, on était des fois 5-6 à se retrouver en finale de Coupe du Monde ensemble. Donc déjà, gagner une Coupe Rhône-Alpes pour nous, c'était déjà... Tu te dis, mais t'es champion du monde, mais t'arrives pas à gagner une Coupe Rhône-Alpes. Je dis, non, c'est un gros battle aussi sur le Rhône-Alpes. Donc on a ça. Le Rhône-Alpes te permet c'est pas marquer des points, mais en quelque sorte de pouvoir aller au championnat de France, Coupe de France. Donc on a des Coupes de France. Après, on en a 3-4 Coupes de France et un championnat de France. Okay. Et après, on a un championnat d'Europe et un championnat du monde. Donc là, ça se joue sur une seule manche, quoi. Tous les ans? Tous les ans, ouais. Okay. Ouais, c'est tous les ans. Et là, donc Europe et monde, il faut être sélectionné en équipe de France. Donc là, c'est plus des sélections qui se font sur le côté national, Coupe de France, tout ça. Et après, voilà. Après, c'est pas au niveau... les catégories sont pas faites par rapport à ton niveau, c'est plutôt par rapport à... Enfin, c'est pas fait par rapport à ton âge, mais plutôt par rapport à ton niveau. Okay. Tu as 5-6 catégories, et puis tu montes chaque année pour arriver jusqu'à l'élite, et puis voilà. Et une manche, quand tu parles de manche, de la compétition, pareil, j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir des images de vraiment la pratique en tant que telle. Tu nous parlais de 12 minutes, ce record sur la Tour Eiffel. Une manche aujourd'hui en compétition, ça représente quoi en temps d'effort? Ouais, alors c'est un petit peu différent là quand tu es en compétition. Une compétition type, c'est tu as ce qu'on appelle une zone. Une zone, c'est plein d'obstacles. Tu peux avoir une dizaine d'obstacles à franchir, donc des cailloux, des bus, des fois c'est naturel ou artificiel, de plus en plus artificiel. Aujourd'hui, le trial commence à aller dans un milieu plus urbain. On amène les modules dans un centre-ville pour avoir du public, pour faire pour toucher plus de monde. Donc ils installent plein d'obstacles. Le but, c'est de franchir ces obstacles sans jamais poser le pied au sol. Enfin, même aujourd'hui, c'est un petit peu changé. En fait, il faut jamais poser le pied au sol, mais tu vas passer des portes et tu vas marquer des points à chaque fois que tu passes ces portes. Et tu as donc ça, tu as 2 minutes pour faire tout ce parcours-là. Si tu fais moins, c'est pas grave. Si tu fais plus, par contre, tu dois sortir de la zone et tu as 5 points, c'est le maximum, quoi. Ok. En plus, là, je parle à l'ancienne parce que c'est... du coup, je réfléchis là, mais c'est même plus comme ça. Okay. En fait, c'est à 60 points maximum par zone. Donc, des fois, tu as une porte à 10 points. Des fois, il faut faire plusieurs passages pour avoir ces 10 points. Et à partir du moment où tu es à 2 minutes, boum, stop, c'est fini. Donc, tu cumules les points que tu as marqués dans cette zone. Et après, tu as 6 zones comme ça à faire. Donc en gros, tu as 6 fois 2 minutes en gros d'efforts intenses parce que aujourd'hui, ils ont fait, à notre époque, tu avais 3-4 obstacles, aujourd'hui, tu en as 10 à faire. Donc il faut être capable de tenir un rythme de force explosive. C'est plus de la force explosive de base, le trial. Mais aujourd'hui, ils arrivent à ajouter un peu plus ce côté endurance aussi dans les zones pour que ça soit aussi plus dynamique, plus visuel et que ça bombarde, quoi. Et ça, des fois, tu le fais 2 fois ou 3 fois. Donc, ouais, donc finalement, c'est quand même, comme tu le dis, c'est un mix entre de la force et maintenant de l'endurance. Et ce que je ressens, c'est, même quand tu nous le dis, tu reviens en arrière sur cette partie, le sport évolue finalement, il y a quand même une partie tactique. Est-ce que tu as une analyse assez fine du parcours avant? Est-ce que tu as des équipes aussi qui t'accompagnent? C'est quoi un petit peu le staff qu'il peut y avoir autour de toi sur la performance pure de la compétition? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la compétition, tu as le droit de repérer tes zones que à pied. T'as pas le droit de prendre ton vélo et d'aller essayer, de faire des choses comme ça. Donc c'est aussi, il y a une petite part, on va pas dire de chance, mais de stratégie, en se disant est-ce que ça vaut vraiment le coup que je tente cette porte-là et que je risque de tomber, surtout si c'est au début du parcours et de perdre 60 points, ou est-ce que des fois il y a un côté stratégique, tu es tout le temps obligé de passer dans cette porte. Par contre, on a ce qu'on appelle l'assurage, c'est-à-dire des fois si c'est trop dur, tu mets ton pied au sol, tu tires ton vélo et tu passes ta porte. Tu as le droit de mettre un pied au sol si tu as envie.
de t'aider. Par exemple, l'obstacle est trop dur, donc alors tu vas pas descendre de ton vélo et le porter, Ouais. mais tu dois tout le temps rester sur ton vélo et te servir de ton pied pour l'amener. Et ça, des fois, ça arrive de se dire ok, je mets mon pied, je valide pas cette porte, mais par contre je peux aller à la suivante. Ok. Donc il y a ce côté un petit peu stratégique qui a lieu des fois, de moins en moins, parce qu'ils essayent justement d'éviter ça. C'est pas très beau sportivement de le faire. Voilà, on préfère dire bon bah c'est celui qui arrive qui mérite, quoi. Je trouve ça logique. Moi j'ai tout le temps été dans cette démarche là aussi. Des fois ça m'a coûté des victoires de dire ah non mais moi je vais y arriver, et voilà, ça sera mieux que de dire le mec qui a essayé de tirer son vélo. Enfin c'est voilà, ça devient de la marche à pied après. Ouais, c'est assez drôle parce que j'allais te poser cette question en me disant mais finalement il y a quand même cette notion, tu vois, de bah, c'est un peu comme le cycliste sur route où il y a celui qui prend des risques et qui se dit bah voilà, aujourd'hui je le sens, je vais partir en échappée alors qu'il sait que ça va rouler derrière. Là c'est un peu la même chose. Je me dis est-ce que tu te caractérises plutôt comme un sportif qui prend des risques ou qui est plutôt dans ce calcul assez fin de se dire voilà, si l'autre il prend le risque ici et moi je fais que mes 10 points, je sécurise un petit peu. T'es quel type de profil finalement sur ton vélo? Non, moi je suis plutôt, je pense, la prise de risque. Et j'ai l'anecdote de mon premier championnat d'Europe junior. Je le remporte de cette manière-là. En fait, donc ça se passait sur 2 tours, comme je t'ai dit. Donc c'est 6 zones à faire 2 fois. On fait un premier tour donc où on avait un passage très impressionnant là, un gros franchissement. Et donc on était 2 vraiment à se tirer la bourre. Premier tour, bah, on assure tous les 2, donc on met un pied au sol pour pouvoir grimper sur cet obstacle parce qu'on le sentait pas, c'était trop dangereux. Et moi, je fais une faute bête en plus dans mon second tour. Donc là, je savais que j'avais un peu de retard par rapport au premier. Le premier donc vient réassurer cet obstacle. Et là, je me dis, ben, de toute façon, c'est qui tout double, faut le tenter, voilà. Quitte à même finir 3e, 4e si je me rate, quoi. Et là, le gars était tellement sûr de lui que non, c'était pas possible, c'est bon, il avait déjà gagné, il était déjà en interview, à lever les bras. Et moi, en plus, bah, t'as ce côté aussi stratégique, je reviens là-dessus, c'est que suivant les zones que tu fais, tu peux aussi voir ce qu'il fait l'autre, compter ses points, donc tu peux anticiper. Si tu étais dans un cercle un peu fermé où tu savais pas ce qui se passait chez l'autre, ça serait différent aussi cette stratégie. Là, tu as quand même des fois, tu parlais du staff, des fois des gens de ton staff qui regardent un petit peu et qui notent sur un carnet les points de l'autre, quoi. Okay. Donc là, je savais que c'était bon, si je passe, je gagne. Si j'arrive pas, bah, je te dis, c'est mort, quoi. Et puis tu viens pas pour la 2e place là. Donc là, j'envoie le truc, je sors le mouvement de je sais pas d'où, ça passe, boum, je gagne. Et le gars, mais je l'ai vu, il était décomposé, quoi. Et là, si tu prends pas ces risques-là, bah, c'est là où tu te contentes de cette 2e place, quoi. Ouais. Donc, non, t'as toujours cette prise de risque et c'est aussi ça qui est cool dans la compète, c'est que tu as ce dépassement de soi et tu te dis, bon, bah là, des fois, tu deviens un surhumain et tu l'envoies, quoi. Ouais, c'est un juste équilibre, comme tu dis, entre la prise de risque et finalement je sécurise tout ça. Mais quand tu me dis, tu vois finalement lui les points qu'il va marquer, comment tu m'expliques que lui il passe avant toi et toi tu passes pas ensuite? Tu vois, par exemple dans le ski, slalom à ski, bah, c'est en fonction des résultats, etc., des temps. Toi, comment ça se fait ce roll down là? Pourquoi toi t'étais passé juste derrière lui sur ce round là? Alors en fait, avant la finale, en fait, on a une partie qualification, ou semi-finale, ils appellent ça, où là, bah, tu refais une compétition, quoi, avec un niveau peut-être un tout petit peu plus faible que la finale, et tu auras un classement qui va te permettre de sélectionner maintenant 6 riders. Et donc ces 6 riders, il n'y a que 6 riders qui partiront en finale, et donc du coup, bah, le moins bon partira en premier. Et ouais. Donc le meilleur part en dernier et il a justement la visu sur tous les autres riders. Ouais, donc finalement on va dire cette phase avant est quand même assez importante pour vous avec la partie technique, quoi, et tactique. Ouais, non, c'est important. Et il y en a qui aiment bien au contraire, voilà, ils font pas exprès de rater les demi-finales, mais je sais que moi j'aimais bien être bien placé, mais pas forcément le dernier, parce que ça te rajoute aussi pas mal de stress de voir 5 riders devant toi, des fois échouer, ça peut t'inciter aussi à dire bon bah ils sont tous tombés, bon je vais pas prendre de risque, justement ça va pas, et à contrario en voir trop passer, ça te fait prendre trop de risques, donc c'est bien d'être un peu entre les deux, quoi. Après ça dépend des profils, mais moi je sais que je préfère rider en me disant moi je suis capable de faire ça, je vais le faire, plutôt que d'être un peu influencé par les autres, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas simple, et
c'est assez drôle parce que je voulais aller sur tes anecdotes et tes réussites. Là, tu nous en partages une. Si on devait revenir sur les réussites de ta carrière, les moments forts que tu as vécu et peut-être les bascules aussi qui ont fait que, tu vois, du jour au lendemain, tu as aussi évolué dans ce sport, tu as pu vivre de ce sport. C'est quoi les moments forts que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui ? Déjà, moi, avant d'être plusieurs fois champion du monde, il faut savoir que mon premier championnat du monde, j'étais jeune, c'était quand j'étais petit, peut-être 12-13 ans, enfin il existe des championnats du monde pour les jeunes. Je termine dernier du championnat du monde. J'étais en pleurs, je vois les vidéos encore. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a le côté talent, il y a le côté persévérance. Moi, c'est vraiment le côté persévérance. Tu vois, je termine dernier de mes premiers championnats du monde. Celui d'après, peut-être 10e. Celui d'après, 6e. En fait, j'ai toujours grappiller des places comme ça jusqu'à peu près cadet. Je termine 3e. Deuxième année de cadet, je gagne. Okay. Et à partir de là, c'est là où junior, je gagne 2 fois, 3 fois. Après, je passe en senior. Donc, déjà, mon parcours est fait de... J'ai pas gagné ces titres dès le début, tu vois. Okay. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Et même sur le côté régional, de voir que tu arrives à grappiller des places et que tu te sens progresser chaque année. Et donc, pour moi, finalement, mes meilleurs souvenirs, c'était justement ces premières victoires parce que tu t'as bossé pour ça, tu vois. C'est pas arrivé d'un coup et dire bon, ok, c'est bon, je les ai. Toi, il y en a qui arrivent, boum, ils gagnent leur première compète. Moi, j'ai pas ce profil-là, tu vois. Et pour moi, l'anecdote que je t'ai racontée tout à l'heure, c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que quand t'as ça en tête, tu dis ah là, je t'ai bien eu, toi. T'es content, tu vois, t'es fier d'avoir fait ton truc. Après, les premiers titres juniors aussi parce que là c'est le vrai championnat du monde, tu pars avec un maillot. En plus c'est un peu tes premiers voyages, c'était il y a eu l'Écosse, il y a eu l'Australie, il y a eu la Nouvelle-Zélande, donc tu vois, tu commences un peu à partir loin et tout, à avoir des trucs un peu différents de tes coupes régionales. Ça, c'était un bon souvenir. Et après vraiment la beau souvenir que j'ai, ça a été aussi ma première victoire en Coupe du Monde senior. En plus, c'était la première Coupe du Monde de la saison. Donc là, tu repars avec le maillot de leader de la Coupe du Monde. Et là, c'était vraiment les cadors et tout. Enfin, c'était mes débuts, on va dire, dans le niveau élite. Et là, c'était un beau souvenir, quoi. Ouais. Comment t'expliques cette persévérance ? Comment t'expliques que voilà, tu rêves, tu as des ambitions, tu vas au championnat du monde, tu es tout content. Comme tu le dis, tu en rigoles encore, tu te vois en pleurs à cette arrivée. C'est quoi un petit peu le message que tu pourrais passer, que ce soit, j'allais dire aux jeunes, mais finalement un petit peu à tous nos auditeurs et auditrices sur le fait qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui tu es là, tu as vécu de ta pratique et on en parlera après, toute la partie vraiment logique financière dans un sport qui est parfois considéré comme un sport de niche. Comment tu te relèves et tu as ce côté persévérance, c'est quoi le message que tu pourrais donner justement aux gens qui nous écoutent ? Pour arriver à ce niveau-là, tu veux pour arriver à cette bascule-là, de se dire, voilà, tu finis dernier, tu t'entraînes quand même tous les jours, j'imagine à ce moment-là. Enfin, tu vois, tu as quand même tes ambitions, tu finis en pleurs et tu dis, je vais y retourner. Tu vois, comment tu trouves cette force en toi de rallumer la flamme et de te dire, voilà, j'y crois et aujourd'hui arriver avec plusieurs titres de champion du monde ? Moi, je pense que déjà, c'est la passion, hein, parce que moi, j'étais à l'école, je dessinais des petits vélos sur mes carnets, tu vois, je pensais qu'à ça, tu vois. Alors, quand t'es jeune, quand t'es ado, tu te rends pas forcément compte, tu fais ça pour le plaisir. Tu vois, je te dis, il n'y a pas cet aspect préparation physique, mentale et tout, ça, on n'y pense pas, tu vois. Le seul truc que tu penses, c'est arriver chez toi, poser ton cartable, prendre ton goûter et boum, tu vois, aller faire du vélo, tu vois. Mais avec du recul, je me rends compte que c'est aussi beaucoup de sacrifices, même si tu vis de ta passion, que tu vis là-dedans, c'est un peu une bulle que tu te mets autour de toi. Et tu vois, plutôt que d'aller, moi, voir mes potes ou quoi, en fait, je pensais aller faire du vélo, tu vois. Donc c'était un petit peu individualiste aussi. Et arriver aussi à un certain niveau, en fait, tu te renfermes vraiment sur ton sport. Moi, ce que je dis, jusqu'à mes 25 ans, j'ai pas connu les vacances d'été, quoi. C'était vacances d'été, c'était aller en compétition, c'était m'entraîner, c'était pas tu vois, j'avais mes potes qui me disaient cet été on va dans le sud, on va en boîte de nuit, on se loue un camping, tout. Je dis non, moi j'ai mes compètes, j'ai mes trucs. Donc en fait, tu te renfermes un petit peu sur ce truc-là. Tu te rends pas compte quand t'es dedans parce que c'est ta passion, t'es à fond. Donc voilà. Après, c'est quand tu sors la tête un peu de l'eau, la tête du guidon, tu te dis ah ouais, en fait.
j'ai pas eu vraiment la même jeunesse que tout le monde, tu vois. Ouais, mais t'en as souffert en instantané de ça? Non, vraiment, parce que je pense au contraire, c'était ma locomotive. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a fait voyager. Je te dis, moi, mes potes, ok, ils allaient en boîte et tout. Moi, je dis, moi, je suis allé en Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé machin. Enfin, ouais. Toi, t'as vécu d'autres trucs, alors différemment, mais c'était super. Enfin, c'est super cool et ça l'est toujours, tu vois, quand t'as la possibilité de vivre et de ta passion, de ton sport. Enfin, je trouve ça trop bien. Donc c'est vrai que pour revenir sur ta question, le message c'est déjà la passion. Faut pas faire ça pour être champion du monde, tu vois. Surtout dans notre sport. Enfin, t'as aucun intérêt. Après, on reviendra peut-être sur la partie financière et tout, comment c'est dans ce sport, mais c'est vraiment pas le but de base. Moi, c'était vraiment, et encore aujourd'hui, même si j'ai arrêté la compétition, mon but c'est toujours d'être meilleur, de me dépasser, ou tu vois, j'arrive pas à faire un entraînement et à me dire non, j'y vais chill aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça, je pense que quand tu as ce mental-là, je sais pas, peut-être tu le connais toi aussi, tu vois, dans ces entraînements, tu dis non, aujourd'hui, si je transpire pas, si je suis pas fini à la fin de l'entraînement, c'est un mauvais entraînement, quoi. Et trial, c'est pareil, si j'arrive pas le centimètre que j'arrive d'habitude, non, c'est nul, tu vois. Ouais, c'est vrai que toi, t'as vachement cette notion de repère au final. Mais c'est presque ingrat d'ailleurs, parce que. Alors là un peu moins parce que je suis moins dans la compète. Avant on était avec notre maître et tout, on disait ok, ça fait 1m31, celui-là je l'ai. Ok. C'est le maître aujourd'hui. Le maître. On était comme ça. Et puis c'était repère quoi. Ouais, c'est sûr que ça doit être quand même assez compliqué ce côté où tu peux te mesurer, tu vois, contrairement à des fois de l'endurance pure où tu dis ouais mais il y a la fatigue, même si il y a aussi cette notion là de fatigue, mais il y a vraiment ce truc de se dire putain merde, j'ai réussi à le faire hier, aujourd'hui je me sens aussi bien, pourquoi je le passe pas, quoi. Ça, tu l'as vécu ça? Ah ouais, tous les jours. Tous les jours. Et ça, comme tu dis, c'est ingrat parce que quand t'es un peu fatigué, tu dis non mais ça je l'ai fait, ça j'y arrive, pourquoi pas aujourd'hui. Donc ça c'est dur, hein. Ça c'est dur mentalement. Ok. Ouais. Si on revient, tu nous le disais sur cette notion là, ce message que tu nous as passé finalement, il est valable dans le sport mais dans tous les domaines de la vie. Et si on revient sur ta pratique et vivre de ta pratique. Aujourd'hui, en prenant du recul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce domaine de professionnalisation qu'il y a autour de ce sport? Alors, déjà le VTT trial, je dirais pas qu'on peut être professionnel en VTT trial pur. Ok. Aujourd'hui, il faut un petit peu jongler avec ça. En compétition, déjà, les prize money ou tout ça, ça vole pas très haut, hein. Tu sais, quand j'étais champion du monde, je crois que j'ai gagné 666 €. Donc autant te dire que c'est pas avec ça que tu vas vivre. C'est un petit peu monté, mais ça doit être aux alentours des 1 000 € maintenant. Ça paye le bagage en Et voilà, c'est ça, on était content. On allait au McDo à la fin et on avait tout dépensé, c'était fini. Aujourd'hui, ils ont un petit peu augmenté aussi. Donc il y a, je crois qu'une victoire en Coupe du Monde, ça doit être 1 000 €. Et le championnat du monde qui est passé avec les Urban Games, avec les sports, je crois qu'il prend 10 000 €, tu vois. Mais bon, si tu mises que sur ces victoires, tu as peut-être 3 Coupes du Monde et un championnat du monde, tu t'en sors avec 13 000 €, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas avec ça. Les sponsors dans le trial, c'est pas non plus fou, ça reste des marques, c'est pas des grandes marques, c'est souvent je dirais pas des artisans, mais des marques qui font que du trial. Donc c'est des petites séries. Donc si tu arrives déjà à avoir tes vélos gratuits et un micro budget, c'est bien, mais souvent c'est presque des vélos gratuits et ça reste là, quoi. Donc c'est pareil, ça va pas très haut. Et après, tu mises un peu sur les subventions de ta ville, du département, des choses comme ça, mais c'est compliqué, hein. Et tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui sortis de l'adolescence, un peu les premiers résultats. Ils disent ok, je vais aller travailler, quoi. Okay. C'est un peu dommage parce que ils ont moyen de faire des trucs bien et puis ils sont arrêtés par ça, quoi. Et la Fédé, quand tu dis par exemple que tu pars à droite à gauche, tes frais ils sont payés quand par exemple tu as une compétition en Australie, c'est financé ça, ou c'est à toi de trouver tes propres financements? L'équipe de France aujourd'hui c'est uniquement sur championnat d'Europe, championnat du monde. Donc 2 manches par an, tu vois. Donc là, et encore, c'est pas tout le monde, ça sera peut-être 1 ou 2 riders dans chaque catégorie qui pourra être défrayé pour y aller. Wow. Il ne sera pas payé, il sera juste défrayé. Okay. Donc voilà, c'est une aide, c'est cool, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc toi, ta logique dans ça, et c'est ce que je ressens sur ce côté multitâche. On avait aussi la discussion en intro avec... sur ce sujet-là, de se dire en fait, on est obligé dans ce domaine passionnant d'avoir différents univers, différentes cordes à son
à son arc, pardon. Comment toi tu t'es structuré face à ça? Est-ce que tu as été lever de l'argent avec des entreprises du coin? Est-ce que tu as structuré là aujourd'hui, tu vois, tu as quand même ton influence sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta pratique, tu vois, pour prendre un petit peu de recul et de se dire, ok, step by step aussi, pour donner un petit peu d'espoir à ces jeunes, comme tu dis, c'est un peu dommage qu'ils arrêtent avec le talent qu'ils ont et qu'ils partent sur autre chose. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est un petit sport, mais on a la chance d'être un sport quand même très spectaculaire et la base de beaucoup de sports autres, tu vois, la descente, le cross-country, même je pense que peut-être dans la route et tout, ça peut servir. Et donc, en fait, en réfléchissant, si tu sais faire du trial, alors moi très vite j'ai basculé même quand j'étais en compétition sur la partie démonstration. Donc aujourd'hui c'est une grosse partie encore de mon activité. Je fais des démonstrations sur des événements un peu partout dans le monde. Okay. Donc je viens avec une structure, j'ai tout aménagé, un fourgon avec des modules, sonorisation, un speaker et on vient, je viens montrer ça et en fait ça fait un truc super spectaculaire. Okay. Et les gens hallucinent. Et puis c'est un sport de proximité, tu vois, on va pas faire 10 km, en fait on reste sur une petite zone, on monte sur des obstacles et donc j'ai tout aménagé ça. Donc ça me permet déjà de trouver un peu de financement grâce à ça. Okay. Enfin, d'ailleurs aujourd'hui même c'est une bonne partie de mon activité, quoi. C'est une société que j'ai créée pour faire ça. Okay. Et donc ça très vite. Au début, je le faisais avec d'autres gens qui faisaient ça. Puis après, j'ai commencé à monter ma propre structure. Et donc ça, c'est cool parce que le trial, effectivement, c'est super spectaculaire. Tu pourrais pas le faire, par exemple, tu vois, en cross, en route. Non. Voilà, Bon, je viens chez vous, vous me voyez deux fois. Voilà. Donc arrivée, départ. Ça, on a la chance d'être super spectaculaire. Ouais. Et après, effectivement, toujours dans ce côté spectaculaire, j'ai basculé, alors surtout à la fin de ma carrière en quelque sorte, en fin des compétitions, sur le volet réseaux sociaux. Et là pareil, si tu sors un peu du schéma compétition qui est pour moi pas très visuel, tu vois, je dis toujours aux gens, c'est plus visuel de monter sur une voiture bon, faut pas le faire, hein, mais en tout cas, tu as un repère. Quand les gens ont un repère, c'est beaucoup plus visuel que sur un caillou, un tronc, un truc où tu te rends pas forcément compte de ce que ça donne. Les gens, tu leur dis, je monte sur une voiture, ils disent, putain, ils ont un repère, ils montent sur ma voiture avec un vélo, c'est incroyable. Bon, alors après, ça va plus loin maintenant sur mes réseaux. J'ai fait des trucs un peu fous. Je roulais sur des ponts, je sautais entre deux immeubles, là, il y avait 15 étages en dessous. Voilà, ça peut aller très loin dans ce schéma-là, si tu veux jouer un peu sur le côté visuel. Mais c'est aussi ça qui m'a bien fait percer aussi sur les réseaux, quoi. Donc, et cet aspect réseaux sociaux, cet aspect visuel, ça a été, tu vois, pour bien comprendre la logique, ça a été une contrainte entre guillemets pour toi, où tu t'es dit voilà, je pars du constat que mon sport c'est compliqué d'en vivre, du coup c'est visuel donc je vais faire ça, mais c'est juste une question de contrainte, ou alors c'est vraiment aussi quelque chose que toi t'apprécies vraiment, la création de contenu, la logique qui se cache derrière, de toujours se challenger sur qu'est-ce que je vais faire de plus spectaculaire et maîtriser le risque. Quand tu nous parlais des 15 étages, et puis finalement ça me ramène à ma question de tout à l'heure sur le risque de l'obstacle que tu as pris alors que ton adversaire n'avait pas pris. C'est quoi un petit peu, toi, la logique qui se cache derrière? Est-ce que tu vois, t'adores aussi cette phase créative qui se cache derrière cet aspect visuel? Ouais, c'est marrant parce que ma première vidéo YouTube, je crois qu'elle date d'il y a... c'était quoi les ouvertures de YouTube? Je sais pas, il y a au moins 20 ans. Vraiment, je crois qu'elle est vraiment vieille. Il faudrait regarder. Je crois que c'était même Dailymotion à l'époque. C'était un truc fait en... je sais pas quelle résolution, mais... et non, mais en fait on aimait déjà bien faire de la vidéo. Alors c'était pas du tout dans un but de faire de la vue, des trucs comme ça, enfin on aimait bien, donc on se filmait et tout, puis c'est parti de là. Et puis même quand j'étais encore en compète, on filmait déjà nos sessions et tout, mais aucun but de dire percer sur les réseaux. Voilà, c'était juste c'est cool, on a partagé, et il y a plein de gens ou même donner des petits tutos, parce que finalement c'est un petit sport, donc des fois les gens n'ont pas la chance d'avoir des clubs chez eux, donc juste apprendre à faire une extension, un wheeling, ça pouvait servir. Donc déjà je le faisais instinctivement, en fait. Le partage comme ça me plaisait. Et puis à l'arrêt des compétitions, je me suis vraiment lancé là-dedans. Et pour moi, c'était un peu un nouveau challenge. Alors, tu vois, certaines personnes pensent que oui, c'est tout pour la vue, c'est tout pour... c'est inconscient. Mais pour moi, c'est comme on disait, c'est sauter 15 étages, c'est un peu se défier soi-même, tu vois. C'est quoi ta peur? Alors, ok, je sais que je prends beaucoup de risques de faire ça, mais pour moi, c'est aussi un moyen de me dire,
c'est un peu comme un centimètre en plus que je pourrais avoir, c'est de dire est-ce que j'ai le mental vraiment de le faire ça, tu vois. Donc t'es là, t'as peur, tu te dis ouais, je l'ai fait, et là les sensations elles sont énormes quand t'arrives de l'autre côté de l'immeuble et t'as cette adrénaline là que t'avais en compétition que tu retrouves en fait à faire ça, quoi. Donc c'est pas pour faire de la vue, je pense que c'est des nouveaux moyens de se challenger, tu vois. Quand t'as plus la compétition qui t'attend, bah c'est à toi de créer ce défi-là, quoi, ce rendez-vous. Comme la Tour Eiffel. Il y a un record, ouais, c'est un nouveau challenge pour moi. Ok, bah c'est un truc qui va te motiver à dire bah ok, je vais retourner à l'entraînement, je vais recontinuer à m'entraîner, je vais même changer des fois ma préparation, la changer parce qu'il y a ce truc-là et j'aime bien. Et c'est quoi un petit peu le prochain défi qui t'attend ? Bah là on est pour parler des tours, alors rien n'est officiel, mais j'aimerais beaucoup faire Burj Khalifa. Là ça serait le record ultime, tu vois, parce que c'est la tour la plus haute du monde. Il y a un record qui a déjà été établi là-bas par un trialiste italien en 2h20. Donc je me dis ok, là j'ai un repère, machin. Ouais, c'est long. Là on parle de 3 ou 4 fois plus que la Tour Eiffel, quoi. Mais si tu fais le calcul, 3 ou 4 fois plus que la Tour Eiffel, ça peut se faire en moins de 2h20, tu vois. Vraiment, ça irait plus vite. Bah, normalement, oui. Donc, voilà. Bon, après, on va pas aller au même rythme, mais il y a un truc. Après, ce que je dis quand je suis sur le vélo, c'est 10% du travail, et 90% c'est ordinateur, contacter, organiser. Donc ça, c'est la grosse partie cachée qu'on voit pas, que tu connais. donc voilà. Mais pour revenir sur les défis, après, il y a aussi une grosse ouverture du trial, comme tu disais. J'ai basculé aussi rapidement sur le fait de faire du VTT, de faire du cross-country, faire de l'e-bike maintenant, et de changer aussi un peu mon mode de fonctionnement et d'aller me faire plaisir dans d'autres disciplines et me challenger, tu vois. Je suis parti sur des compétitions de cross-country marathon au Maroc ou en Arabie Saoudite en cross. J'aimerais beaucoup trouver une course de vélo de route pour me challenger là-dessus. J'ai fait des compètes d'e-bike. Maintenant, voilà. tu découvres est-ce que tu l'avais avant, cette pratique du vélo en global, où tu étais vraiment focus performance et ton sport, ou c'est vraiment maintenant que c'est arrivé ça ? Je pense que c'est arrivé après, ouais. Okay. Ouais. Parce que je pense qu'il m'a fait aussi sortir de la compète, c'est cette frustration de ne pas vraiment pouvoir en vivre pleinement, tu vois. Avoir une structure, en fait. C'est même pas c'est même pas le côté financier, c'est de se sentir un peu seul dans son truc, tu vois, parce que t'as pas de structure, chacun est tout seul à s'organiser, à faire ses prépas, tu pars tout seul sur les compètes, donc c'est un peu lassant à la fin ce côté-là de pas avoir une structure et de pouvoir s'ouvrir, tu découvres d'autres trucs et puis d'autres motivations, et puis quand t'as le bagou du trialisme, forcément tu fais de l'enduro, tu fais des stoppies dans les virages, machin, c'est super impressionnant, tu peux aller partout, quoi. C'est fou. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour ton partage, merci pour ton énergie surtout, et encore bravo pour ce record, et je pense qu'il va en emmener encore quelques-uns, donc merci beaucoup pour cet épisode, et merci, je te dis à très vite. Salut. Ciao, ciao.